Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue énormément de monde, qui suscite autant de curiosité que de débats, et qui est souvent simplifié à l'extrême, le jeûne. Beaucoup de personnes pensent que le jeûne consiste simplement à ne pas manger pendant quelques heures, puis à attendre de perdre un peu de poids ou à espérer ressentir un effet particulier. Mais le document sur lequel nous nous appuyons présente les choses d'une manière beaucoup plus large. Dans cette approche, le jeûne n'est pas seulement une absence temporaire de nourriture. C'est aussi un changement d'état métabolique, un moment où le corps passe progressivement d'un mode à un autre, active des mécanismes d'adaptation, réduit certaines dépenses, en augmente d'autres, et met en route des processus de réparation, de recyclage et de réorganisation interne. Autrement dit, dans cette vision, le jeûne n'est pas un vide. C'est un moment d'activité intérieure très particulière. Le texte de départ insiste d'ailleurs sur une idée essentielle. Le corps humain n'a pas été conçu pour recevoir en permanence de la nourriture du matin au soir, tous les jours, sans interruption. Pendant des milliers d'années, l'être humain a traversé des phases d'abondance et des phases de manque. Il a donc développé des réponses biologiques très précises pour survivre, s'adapter et parfois même se renforcer pendant les périodes sans apport alimentaire. Dans cette logique, le jeûne ne serait pas forcément un stress anormal pour le corps. Il pourrait au contraire réveiller certains mécanismes anciens, utiles, puissants, que le mode de vie moderne sollicite beaucoup moins. Le document propose ensuite une sorte de chronologie. Il montre ce qui pourrait se produire à différents moments d'un jeûne, aux alentours de 12 heures, de 18 heures, de 24 heures, puis de 48 heures et de 72 heures. Ce qu'il veut expliquer, c'est que les effets du jeûne ne sont pas tous immédiats, ni uniformes. Plus la période sans alimentation s'allonge, plus certains mécanismes deviennent profonds, plus certains changements se mettent en place, et plus l'organisme se déplace vers un autre mode de fonctionnement. Pour bien comprendre cela, il faut imaginer le corps comme un système intelligent qui choisit en permanence la meilleure manière de produire de l'énergie, de protéger les organes, d'économiser ses ressources, et de réparer ce qui peut l'être. Tant qu'on mange régulièrement, surtout si l'alimentation apporte souvent du glucose, le corps fonctionne principalement dans un mode où il utilise ce glucose comme carburant principal. Mais dès que l'on cesse de manger pendant un certain temps, ce système commence à se réorganiser. Le texte nous invite donc à observer ce qui pourrait se passer étape par étape. Le début du jeûne, le corps ne panique pas, il s'adapte. Au début d'un jeûne, beaucoup de personnes imaginent que le corps va immédiatement manquer, s'affaiblir ou entrer dans une sorte d'urgence. Ce n'est pas du tout ainsi que le document présente les choses. Selon cette approche, le corps ne s'effondre pas au moment où l'on arrête de manger. Il commence d'abord par utiliser ce qu'il a déjà. Il puise dans les réserves les plus facilement disponibles. Il ajuste certaines hormones. Il change progressivement la manière dont il distribue l'énergie. Il ne devient pas immédiatement en danger. Il s'adapte. C'est une nuance très importante, parce qu'elle change complètement la perception du jeûne. Au lieu de le voir comme une privation immédiate, le texte le présente comme une transition progressive. Le corps ne passe pas d'un état stable à un état de panne. Il passe d'un mode alimenté par l'extérieur à un mode où il commence davantage à utiliser ses propres ressources. Cela implique plusieurs choses. Il gère différemment le sucre sanguin. Il commence à économiser certaines ressources, il réoriente certains signaux hormonaux, il peut diminuer certaines dépenses inutiles et il peut activer des mécanismes qui ne sont pas prioritaires quand l'alimentation est constante. Dans cette logique, le jeûne devient presque une conversation entre le corps et lui-même. Un moment où l'organisme cesse de gérer en permanence l'arrivée de nouveaux aliments et peut consacrer davantage d'énergie à l'entretien, au tri, à la réparation ou à la réorganisation. Autour de 12 heures, l'hormone de croissance commence à monter. Le premier palier important présenté dans le document se situe autour de 12 heures de jeûne. À ce moment-là, le texte met en avant une augmentation de l'hormone de croissance. Cette hormone est décrite comme particulièrement précieuse. Dans l'esprit de beaucoup, elle est surtout liée à la croissance de l'enfant ou de l'adolescent. Mais dans le document, elle est surtout présentée sous un autre angle, celui de la réparation, du maintien des tissus, du soutien à la masse maigre et d'un rôle général dans la récupération et le renouvellement de l'organisme. Le texte l'associe aussi à certains effets liés à la jeunesse biologique, au ralentissement du vieillissement, à la récupération musculaire et à une meilleure utilisation des graisses comme source d'énergie.
Dans cette approche, son augmentation pendant le jeûne est donc vue comme un phénomène très favorable. Pourquoi cela serait-il intéressant? Parce qu'un corps qui jeûne a besoin de devenir plus intelligent dans sa manière de gérer ses ressources. Il ne peut pas simplement continuer à fonctionner comme si de rien n'était. Il doit préserver ce qui est utile, utiliser ce qui est stocké, et soutenir les systèmes vitaux sans gaspiller. L'augmentation de l'hormone de croissance participe à cette adaptation. Elle aiderait le corps à protéger sa structure, à soutenir la réparation, et à éviter une dégradation trop rapide de certains tissus. Le document fait aussi remarquer que l'exercice physique stimule lui aussi cette hormone. Cela signifie que, dans sa logique, le jeûne et l'exercice peuvent agir dans une direction similaire sur ce point précis. Et c'est important, car cela renforce l'idée que certains stress bien gérés, comme le mouvement ou l'absence temporaire de nourriture, ne sont pas forcément des ennemis du corps. Ils peuvent au contraire l'inciter à devenir plus efficace. Ce premier palier autour de 12 heures n'est donc pas présenté comme une rupture brutale, mais comme un premier basculement hormonal. Le corps commence à comprendre qu'il entre dans une autre phase. Il ne reçoit plus de carburant extérieur immédiat. Il ajuste donc ses signaux internes, et l'hormone de croissance fait partie des premiers éléments mis en avant. Le jeûne et la faim. Pourquoi certaines personnes ont surtout faim au début? Il est utile de faire une pause ici pour parler d'un point que beaucoup de gens vivent concrètement, la faim. Le document insiste surtout sur ce qui se passe plus tard dans le jeûne, mais cela permet aussi de comprendre pourquoi les premières heures sont souvent les plus difficiles pour certaines personnes. Tant que le corps fonctionne majoritairement dans un mode très dépendant du glucose alimentaire, l'arrêt des repas peut produire un inconfort fort. Ce n'est pas forcément parce que le corps est réellement en danger. C'est souvent parce qu'il n'a pas encore réorganisé sa manière de produire et de gérer l'énergie. Autrement dit, au début, beaucoup de personnes ne ressentent pas seulement la faim physiologique. Elles ressentent aussi la transition. Une forme d'inconfort liée au changement de carburant, au changement d'habitude, au changement hormonal, au changement de rythme. C'est pour cela que certaines personnes ont l'impression que le jeûne devient plus facile au bout d'un certain temps. Selon la logique du document, ce n'est pas uniquement mental. C'est aussi biologique. Une fois que certains mécanismes commencent à se mettre en place, notamment la production accrue de cétone plus tard, la sensation de faim peut diminuer. Mais au début, tant que le corps n'a pas encore basculé, la faim peut sembler plus marquée. Cela ne signifie pas forcément qu'il ne faut pas jeûner. Cela signifie simplement que l'organisme est encore en train d'apprendre à fonctionner autrement. Vers 18 heures, l'autophagie commence à prendre de la place. Le deuxième grand moment présenté dans le document se situe autour de 18 heures de jeûne. C'est là qu'il met en avant un phénomène devenu très connu dès qu'on parle de jeûne, l'autophagie. L'autophagie est souvent présentée comme un mécanisme de nettoyage cellulaire. Le document reprend cette idée et l'explique de façon simple. Le corps commence davantage à recycler ce qui est usé, abîmé, inutile ou dysfonctionnel. Au lieu de simplement accumuler, il trie. Au lieu de conserver indéfiniment tout ce qui circule ou tout ce qui existe dans les cellules, il récupère une partie des éléments abîmés pour les démonter, les transformer, les éliminer ou les réutiliser. Ce point est absolument central dans la philosophie du texte. Parce qu'il change complètement la manière de voir le jeûne. Dans cette vision, le jeûne ne sert pas uniquement à brûler des réserves. Il sert aussi à laisser le corps faire le ménage. Le document explique que cela peut concerner des protéines abîmées, des protéines altérées, des déchets cellulaires, certains éléments devenus inefficaces et même certains microbes ou composants indésirables. L'idée est que lorsque le corps n'est plus occupé à gérer en permanence l'arrivée d'aliments, il peut consacrer plus d'énergie à ce travail de tri et de récupération. Le texte insiste particulièrement sur les protéines altérées par l'excès de sucre. Il présente ces protéines comme des structures endommagées, collantes, moins fonctionnelles, qui gênent le bon fonctionnement du corps. Dans cette logique, le jeûne permettrait donc au corps de se débarrasser progressivement d'une partie de ce qui a été dégradé par des déséquilibres métaboliques antérieurs. Il va même jusqu'à évoquer certaines accumulations de protéines anormales dans le cerveau comme pouvant être concernées par ce mécanisme. Cela renforce l'idée que l'autophagie n'est pas seulement un détail technique. Elle représenterait un grand mouvement de recyclage intelligent, potentiellement utile à plusieurs niveaux. Il faut cependant bien comprendre que le document n'explique pas cela comme un interrupteur magique. Il ne dit pas «
À 18 heures, tout change instantanément. Il présente plutôt ce moment comme un début plus marqué, une entrée plus claire dans un état où l'autophagie devient plus active. Et ce point est important. Parce que cela montre que le jeûne est un processus progressif, pas une bascule brutale. L'idée de recyclage, le corps réutilise ce qu'il a déjà. L'une des choses les plus intéressantes dans cette approche, c'est qu'elle insiste sur l'intelligence du corps. Pendant un jeûne, le corps n'est pas présenté comme un organisme privé, affaibli, en train de se vider. Il est présenté comme un organisme qui sait réorganiser ses ressources. L'autophagie s'inscrit totalement dans cette logique. Au lieu de voir le corps comme une machine qui s'use faute de carburant, le texte le montre comme un système capable de récupérer une partie de ce qui est ancien, inutile ou altéré pour l'intégrer dans un nouveau cycle. Autrement dit, le jeûne devient un moment où le corps ne fait pas que dépenser. Il récupère, il réutilise, il épure. Et cela a une conséquence importante sur la manière de penser la santé. Dans cette vision, la santé ne dépend pas seulement de ce qu'on apporte au corps. Elle dépend aussi de sa capacité à éliminer ce qui ne devrait plus rester. Or, le jeûne offrirait un terrain favorable à ce nettoyage. Vers 24 heures, le glycogène baisse et le corps commence à changer de carburant. Autour de 24 heures de jeûne, le document explique qu'un autre grand changement prend de l'ampleur, la diminution des réserves de glycogène hépatique. Le glycogène, c'est la forme sous laquelle le corps stocke une partie du glucose, notamment dans le foie. Lorsque l'on mange, surtout si l'on consomme des glucides, ces réserves se remplissent. Lorsque l'on cesse de manger, elles commencent progressivement à se vider. Dans la logique du texte, ce moment est crucial, parce qu'il oblige le corps à utiliser plus intensément une autre stratégie énergétique. Puisque le glucose disponible diminue, il faut trouver un autre carburant. Et c'est là qu'interviennent les cétones. Le document présente alors les cétones comme une sorte de solution alternative très intelligente. Le corps, en particulier le foie, commence davantage à transformer certaines graisses en molécules utilisables par différents tissus. Ces cétones deviendraient alors un carburant stable, propre, efficace, particulièrement apprécié par le cerveau, le cœur et plusieurs autres organes. Cette partie du texte est essentielle parce qu'elle redéfinit complètement la notion d'énergie dans le jeûne. Beaucoup de gens pensent « si je ne mange pas, je n'aurai plus d'énergie ». Le document répond plutôt « si tu ne manges pas pendant un certain temps, le corps peut passer à une autre manière de produire de l'énergie ». Ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde se sentira bien immédiatement. Il s'agit de dire que l'absence d'alimentation n'équivaut pas automatiquement à une absence de carburant. Le corps possède déjà des réserves. Il peut les mobiliser. Il peut apprendre à en faire autre chose. Et les cétones, dans cette approche, sont le symbole de cette intelligence métabolique. Les cétones. Pourquoi le document les considère comme un carburant supérieur dans ce contexte? Le texte accorde beaucoup d'importance aux cétones. Il les décrit comme un carburant plus propre, plus stable, et dans certains cas plus efficace que le glucose. Il explique aussi que si le foie contient du gras, ce gras peut servir à produire davantage de cétones. Dans cette logique, le corps devient alors capable d'utiliser ses propres réserves d'une manière beaucoup plus utile qu'on ne l'imagine souvent. Les effets attribués à cette montée des cétones sont nombreux. Diminution de la faim, réduction des fringales, meilleure stabilité énergétique, soutien du cerveau, soutien du cœur et une sensation générale de fonctionnement plus propre. L'idée centrale est très forte. Lorsque le corps devient meilleur pour produire et utiliser des cétones, la dépendance au sucre diminue. Et quand cette dépendance diminue, plusieurs symptômes inconfortables peuvent baisser. La faim obsessionnelle, les coups de fatigue, les variations d'humeur liées au repas, les envies fréquentes de manger, ou la sensation d'être vidé si l'on saute un repas. Le document décrit donc les cétones non seulement comme un carburant, mais comme un élément de liberté métabolique. Un moyen pour le corps de ne plus dépendre en permanence d'un apport alimentaire immédiat pour continuer à bien fonctionner. Pourquoi la faim pourrait diminuer à partir de là? Le texte souligne qu'avec la montée des cétones, beaucoup de personnes ressentent moins la faim. Cela peut sembler paradoxal. On pourrait penser que plus on jeûne, plus la faim devrait monter. Mais dans cette approche, c'est justement l'inverse qui peut se produire après un certain temps. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de la faim moderne n'est pas toujours une faim de manque réelle. C'est souvent une faim de dépendance au glucose,
de fluctuations hormonales, de rythmes alimentaires répétés ou d'habitudes métaboliques qui réclament sans cesse du carburant rapide. Si le corps commence à produire suffisamment de cétone, il n'est plus dans la même situation. Il se nourrit autrement. Il n'est plus totalement suspendu à l'arrivée de nourriture extérieure. Et selon le document, cela peut donc réduire la faim, calmer les fringales et rendre le jeûne plus stable. Le jeûne comme repos digestif autour de ce même moment, le texte insiste aussi sur un autre bénéfice, le repos du système digestif. C'est un point souvent oublié. On parle beaucoup du jeûne comme stratégie métabolique, mais le document rappelle qu'il offre aussi un répit à plusieurs organes, l'estomac, le pancréas, la vésicule biliaire, l'intestin. Dans une vie moderne où beaucoup de personnes mangent souvent, grignotent, digèrent en permanence, sollicitent constamment le système digestif, ce repos devient presque une chose rare. Le document présente donc le jeûne comme une pause physiologique. Une période pendant laquelle le système digestif n'a plus à gérer l'arrivée continue d'aliments et peut donc récupérer partiellement. Il évoque dans ce contexte certaines situations comme le SIBO, où ce repos pourrait être particulièrement intéressant. Il parle aussi d'une augmentation des cellules souches intestinales, associée à une capacité de régénération plus forte du tissu intestinal. Autrement dit, dans cette logique, le jeûne ne bénéficie pas seulement au poids ou à l'énergie. Il peut aussi être vu comme une pause réparatrice pour l'intestin. L'inflammation qui baisse progressivement. Toujours autour de 24 heures et au-delà, le document affirme qu'une autre transformation importante peut se produire, la baisse de l'inflammation. Il relie cette baisse potentielle à différents problèmes comme les douleurs articulaires, certains troubles auto-immuns ou d'autres états inflammatoires chroniques. Dans sa logique, le changement de carburant, la diminution de la charge digestive, la baisse de certains signaux métaboliques et l'activation d'autres mécanismes internes contribueraient à calmer le terrain inflammatoire. C'est une idée importante, parce qu'elle montre que le jeûne n'est pas présenté ici comme une simple stratégie de perte de poids. Il est présenté comme un outil capable d'influencer le terrain biologique dans son ensemble. Et si l'inflammation baisse, beaucoup de choses peuvent changer. Les douleurs peuvent diminuer, la digestion peut être moins agressée, certains tissus peuvent moins souffrir. L'énergie peut être plus stable et l'environnement intérieur peut devenir plus favorable à la réparation. Le texte associe aussi cet effet à la vitamine D, qu'il considère comme complémentaire dans certains cas. Mais son idée principale reste claire, le jeûne, dans cette approche, pourrait être un moyen de réduire une partie du bruit inflammatoire qui fatigue le corps. Le cerveau pendant le jeûne, plus qu'une survie, un soutien particulier. Le document accorde une place importante au cerveau. Il explique que le cerveau pourrait bénéficier du jeûne de plusieurs façons. D'abord grâce aux cétones, qu'il présenterait comme un carburant particulièrement intéressant pour les neurones. Ensuite grâce à une augmentation d'un facteur appelé BDNF, relié dans le texte à la réparation cérébrale, à la plasticité neuronale et à la création de nouvelles cellules nerveuses. Dans cette vision, le jeûne ne rendrait donc pas le cerveau plus faible. Au contraire, il pourrait l'aider à fonctionner plus clairement, à mieux se réparer, à mieux s'adapter et à mieux utiliser certaines voies de carburant. C'est une idée qui peut sembler surprenante, surtout à une époque où l'on nous dit souvent qu'il faut manger constamment pour nourrir le cerveau. Le document propose une lecture différente. Le cerveau ne dépend pas seulement du glucose issu des repas. Il peut aussi, dans certaines conditions, fonctionner très efficacement avec des cétones. Et cette transition pourrait même être bénéfique. Le cœur et les autres organes. Le texte ne parle pas seulement du cerveau. Il explique aussi que le cœur utiliserait volontiers les cétones comme source d'énergie. Dans sa logique, plusieurs organes apprécient ce carburant alternatif et peuvent en tirer un avantage pendant le jeûne. Cela renforce encore l'idée que le jeûne n'est pas vu ici comme un épuisement du corps, mais comme une réorganisation intelligente du métabolisme, où certains organes reçoivent un carburant qu'ils utilisent de manière efficace. Le muscle pendant le jeûne. Le document répond à une peur fréquente. L'une des peurs les plus fréquentes à propos du jeûne est la perte musculaire. Le document répond à cette inquiétude en expliquant que le corps, dans le contexte du jeûne, ne fait pas que détruire au hasard. Il devient plus sélectif. Il recycle davantage ce qui est déjà abîmé. Il améliore sa capacité à récupérer certains matériaux. Et dans cette logique, il ne se précipiterait pas automatiquement sur le muscle sain comme première ressource.
L'autophagie est justement présentée comme l'un des mécanismes qui rendent cela possible. En récupérant des protéines altérées, des structures vieillies ou des éléments moins utiles, le corps disposerait déjà d'une partie de ce dont il a besoin sans devoir tout sacrifier immédiatement. Encore une fois, la philosophie générale est celle-ci: le corps est plus intelligent qu'on ne le croit. Il ne fait pas n'importe quoi. Il arbitre. Il choisit. Il récupère. Il trie. Le rôle du stress oxydatif et des antioxydants internes. Le document évoque aussi un autre aspect: le nettoyage de certains microbes ou éléments indésirables s'accompagnerait d'un usage de molécules oxydantes. Mais en parallèle, le corps augmenterait aussi sa propre capacité antioxydante. Cela signifie que, dans cette logique, le jeûne n'augmenterait pas seulement certaines réactions de défense. Il renforcerait aussi les moyens du corps pour se protéger de l'excès d'oxydation. C'est encore une fois une idée d'équilibre. Le corps ne fait pas qu'attaquer. Il se protège aussi en même temps. À 48 heures, montée plus marquée des cellules souches. Le document explique qu'autour de 48 heures de jeûne, un phénomène devient encore plus net: la stimulation des cellules souches. Il décrit ces cellules comme des cellules non spécialisées, capables ensuite de participer à la réparation ou au renouvellement de différents tissus. Dans cette vision, plus le jeûne avance, plus le corps entre dans une logique de régénération profonde. Ce n'est plus seulement un nettoyage. Ce n'est plus seulement un changement de carburant. Cela devient aussi un contexte favorable à la reconstruction. Le texte relie cela à plusieurs idées: réparation tissulaire, renouvellement, ralentissement du vieillissement, amélioration du terrain général, soutien de certains systèmes fragilisés. Il évoque aussi une augmentation des mitochondries, ces structures essentielles à la production d'énergie cellulaire. Et cela est présenté comme particulièrement important, parce que les mitochondries sont liées à la vitalité générale des cellules, à leur efficacité, et dans certains discours, à la résistance à la maladie. Jusqu'à 72 heures, stimulation plus profonde, mais prudence nécessaire. Le document va ensuite jusqu'au palier de 72 heures. Il affirme qu'à ce stade, la stimulation des cellules souches pourrait être encore plus forte, avec aussi un soutien plus marqué du système immunitaire. Mais il ajoute immédiatement quelque chose de très important: un jeûne aussi long ne doit pas être considéré comme une pratique banale ou quotidienne. Il le présente plutôt comme une stratégie ponctuelle, à utiliser avec prudence, et certainement pas comme quelque chose à faire sans réflexion. Le texte met en garde contre le fait d'aller trop vite, surtout si la personne est déjà carencée, fatiguée, fragile ou métaboliquement déséquilibrée. Il évoque des risques comme les étourdissements, le malaise ou d'autres inconforts. Son message est donc clair: la progression doit être graduelle. Autrement dit, dans sa logique, il existe une vraie différence entre intégrer intelligemment un jeûne intermittent régulier et se lancer brutalement dans un jeûne prolongé sans préparation. Le type de jeûne privilégié dans le document. Le texte présente le jeûne intermittent régulier comme une base plus adaptée à la majorité des personnes. Il cite notamment une organisation du type 18 heures de jeûne et 6 heures de prise alimentaire, qu'il considère comme un bon cadre dans cette approche. Puis il évoque les jeûnes plus longs comme des pratiques plus occasionnelles. L'idée n'est donc pas que tout le monde devrait jeûner 72 heures. L'idée est plutôt que le jeûne régulier, lorsqu'il est bien compris, peut constituer une base intéressante, et que des jeûnes plus prolongés peuvent exister dans d'autres contextes, mais avec beaucoup plus de prudence. Les minéraux, le sel et les vitamines B. Un autre point important du document concerne les minéraux, les vitamines B et le sel. Le texte déconseille, surtout chez les personnes déjà fragiles, de faire du jeûne comme si le corps pouvait se passer de tout soutien. Il insiste sur le fait qu'un apport suffisant en minéraux et en certains cofacteurs peut être important pour éviter certains déséquilibres. Cela montre encore une fois que, dans cette vision, le jeûne n'est pas une logique de privation absolue. C'est une logique de réduction stratégique, de pause alimentaire, mais pas nécessairement de négligence minérale. La glycémie du matin et le phénomène de l'aube. Le document aborde aussi un point qui peut troubler certaines personnes en jeûne: une glycémie plus élevée au réveil, même sans avoir mangé. Il explique cela par ce qu'il appelle le phénomène de l'aube. Le matin, vers certaines heures, le cortisol augmente naturellement. Cette hausse hormonale peut pousser le foie à relâcher davantage de glucose dans le sang. Résultat, une personne qui jeûne peut parfois voir sa glycémie monter au réveil,
sans que cela signifie forcément que tout va mal. Le texte propose l'exercice comme moyen d'aider à utiliser ce surplus. Le LDL pendant le jeûne. Enfin, le document parle du LDL, souvent considéré comme un marqueur à surveiller. Dans cette approche, une hausse du LDL dans le contexte d'un jeûne ou d'une alimentation pauvre en glucides n'est pas automatiquement interprétée comme mauvaise. Le texte suggère qu'elle peut être liée à des fonctions de réparation, de fabrication membranaire, de production hormonale ou à d'autres besoins internes. Le message du document est donc qu'il faut regarder les choses dans leur contexte métabolique global, plutôt que d'isoler un seul chiffre sans comprendre la transformation d'ensemble. Ce qu'il faut retenir de cette vision du jeûne. Au fond, le document présente le jeûne comme un processus par étapes, dans lequel le corps augmente certaines hormones utiles, active le nettoyage cellulaire, commence à utiliser davantage les graisses, produit des cétones, apaise l'inflammation, repose l'intestin, stimule les cellules souches. Soutient plusieurs organes, dont le cerveau et le cœur, et réorganise son fonctionnement vers plus d'efficacité et de réparation. Cette manière de voir le jeûne change complètement son image. Le jeûne n'est plus seulement « je ne mange pas ». Il devient « mon corps entre dans un autre mode ». Un mode de tri. Un mode de nettoyage. Un mode de réparation. Un mode d'économie intelligente. Un mode où certaines fonctions profondes, souvent couvertes par l'abondance alimentaire permanente, prennent plus de place. Bien sûr, cela ne signifie pas que le jeûne convient à tout le monde, ni qu'il faut le pratiquer sans discernement. Le document lui-même invite à la prudence, surtout pour les jeûnes prolongés. Mais sa logique générale est claire. Le jeûne, lorsqu'il est bien utilisé, peut être vu comme un outil d'optimisation et de soutien physiologique, et pas seulement comme une méthode pour perdre du poids.